Eh ben allez, bonsoir, merci à tous d'être venus, ça fait plaisir. On reprend en présence depuis pas si longtemps, ça fait quoi, 3 sessions qu'on fait ici. Donc c'est cool, ce soir on va parler Blazor. Dans les trucs en présentiel, ce qu'on fait, déjà on remercie les sponsors. Alors notre sponsor principal c'est Sciensu, c'est ici, ça fait quasiment 10 ans qu'on est là. On a un amphi qui est climatisé, qui est chauffé en hiver, qui est cool pour recevoir des speakers et du monde, c'est quand même assez confortable. Donc c'est cool. Les petites annonces, il n'y a pas que nous au Meetup. Avant les vacances, il y en a encore deux, trois. Il y a les crafters qui font un truc 21 et 28. Romain, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. C'est ce qu'il y a sur le calendrier Monte Cup, c'est ça? Je suis sur le Cup, ouais, ça. Et puis bah, le 28 aussi, il y a un Lyon Jog avec Hugo Lassiège qui est passé il y a 2 mois ici. Donc, si vous l'avez raté avec son sujet sur développeuse senior au bout de 6 ans et après, c'est quoi la suite de carrière dans les filières techniques? Euh, Si vous voulez présenter un sujet, c'est open bar, on prend n'importe qui. N'importe quoi. Donc, non, là, on est content parce qu'avec Aurélien, on a un sujet Microsoft, ça arrive pas hyper souvent, donc c'est cool. Sinon, alors, on est une asso, il y a une cotise facultative de 5 euros. À l'origine, ça permettait de financer les apéros qu'on prenait après. Le Covid faisant, et on n'a pas encore rentré les apéros. Après, là. Non, on n'a pas encore prévu d'apéro. Je sais pas si on aura accès à la salle. Donc, mais après, on va boire un coup par contre. On va aller boire un coup dans un morceau. En fonction de combien on est, on verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On fait gagner une licence JetBrains tous les mois. Alors JetBrains, ça peut être du Rich Harper, du Ryder, du IntelliJ, enfin voilà, toute la suite. Petite annonce pour le mug. Sur le truc, on avait mis la dernière du mug avant la pause estivale. En fait, vous êtes là, un moment historique, c'est la dernière du mug. Il n'y aura plus jamais de meet-up du mug. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, ça change de nom. Ça s'appelait MTG Lyon comme Microsoft Tech Group. Parce qu'en fait, il y a une belle fédération nationale qui se fait. Et en fait, toutes les autres villes de France ont déjà migré. Lille, Montpellier, Nantes, Toulouse, Tours, Strasbourg, Clermont, je crois qu'il y en a encore d'autres. Et nous, on n'avait toujours pas fait. Donc ça va arriver. Donc a priori, ça sera ça le logo. Et donc voilà, donc c'est effectivement le moment historique, c'est la toute dernière du mug. C'est toi aussi. Je fais le dernier. Tu fais la clôture du je vais le mug. mettre sur ma scène. Tu fais la clôture du mug. Donc si je reviens là-dessus, avec la super transfo, vous pouvez regarder sur Conference Hall. Si vous connaissez ce truc, c'est un truc pour proposer des sujets à différentes confs. Alors j'ai mis le lien là, mais il se trouve dessus. En fait, vous pouvez proposer des sujets au mug si on vous fait peur ou si vous n'arrivez pas à nous croiser. Vous pouvez proposer des sujets là-dessus, c'est ouvert en permanence. Et puis on vous recontacte. Voilà pour ça. Je vais laisser la parole à la camarade Aurélien, qui va nous raconter qu'il paraît qu'on peut faire du front. Je ne sais pas. Et en fait, on se retrouve dès qu'il a fini. Alors, on n'ira pas boire l'apéro comme à l'époque, mais on pourra monter, aller boire un coup, manger un morceau. On est quasi, s'il n'y a pas de match de foot et qu'il y a de la place, sinon on trouvera un truc à fonctionner. On s'arrange et on se débrouille. Alors, il faut voir si qu'il va lancer l'enregistrement, Florent. Arrêtez l'enregistrement. Non, c'est bon, il enregistre. C'est bon, je peux y aller? C'est à toi. Tout le monde est prêt? Tout le monde est chaud? Vas-y. C'est parti! Eh ben, encore merci d'être venu. Hein. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, centaines de personnes qui peuvent admirer cette présentation sur Blazor. Alors, qui suis-je? Ben, moi, je suis développeur C#, freelance, par contre, c'est la petite spécificité. Ça fait, alors, j'ai un petit peu un côté back-end, on va dire, plutôt développeur client lourd. Et ça fait 15 ans que j'aimerais me lancer dans le développement web, mais à chaque fois que je trouve une techno, toujours un truc qui va pas. Soit le typage qui va pas, soit la toolchain qui va pas, soit le langage qui va pas, soit il y a toujours voilà. Donc là, on va voir ensemble un petit peu ce que j'ai découvert, ce qu'on peut partager, ce que ça apporte. Alors avant de commencer et de rentrer dans le dur, de parler de Blazor, je pense qu'il est un peu important qu'on retrace l'histoire du web. Parce qu'à chaque fois que je parle de Blazor, on me sort des trucs, je me dis, c'est pas possible, les gens n'étaient pas là quand le web était arrivé. On n'a pas assez d'historique, on comprend. Donc il faut savoir déjà à la base, au tout départ, tout début, a été créé HTTP et HTML. HT pour hypertexte. On était sur un protocole à l'origine
fait pour diffuser du texte. On n'était pas sur un protocole fait pour faire des applications. C'était vraiment le truc original. Et en 94, vu que tout ça était une sémantique un peu particulière, ben, il y a le W3C qui a tenté un peu de normaliser tout ça, avec le créateur du web. Mais bien sûr, tous les navigateurs en avaient à claquer, dont Internet Explorer, le fameux, bien sûr, qui est mort hier. Donc, tout le monde y allait de sa joyeuse implémentation. Et comme personne ne respectait W3C, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben W3C a dit, ah, ben moi je vais créer ma propre norme, XHTML, ils sont partis dans leur délire tout seuls. Et bien sûr, ben, les constructeurs de navigateurs, ils en avaient rien à taper, ils se sont dit, ben nous on continue à faire HTML dans notre côté, de toute façon, on va créer notre propre truc, WebDG là, et contester, voilà. Donc tout dans ce joyeux délire, donc dans les années, je sais plus exactement, peut-être 2002, enfin je sais pas quoi. Donc dans ce contexte, on commence à parler d'applications web. Alors moi, je vous en parle parce que je l'ai vraiment vécu à l'époque, je faisais du C++, etc. Et on commençait à me parler. Oh, putain, regarde, des applications web. Qu'est-ce que tu me parles d'applications? Et on parlait de Ajax. Qu'est-ce que c'est que ce machin, Ajax? Alors déjà qu'on n'avait pas de normes sérieuses, les outils de dev, j'en parle même pas, la maturité des langages, aujourd'hui, c'est sûr que ça n'a rien à voir, mais avant, c'était vraiment n'importe quoi. En plus, il faut savoir que Ajax c'était une technologie Microsoft à l'époque, c'était un plugin pour Outlook qu'ils ont implémenté et qu'ils ont mis, alors vous voyez le genre de bidouille quoi. Donc on se disait, bon. Par contre, il y avait un truc qui était vrai, c'était que les technologies web apportaient quand même beaucoup d'avantages. C'est-à-dire qu'on pouvait tout centraliser sur un seul serveur. Ceux d'entre vous qui ont déjà fait de l'application lourde, bah ouais, les déploiements, etc., c'est un petit peu chaotique. Là, on avait cet avantage pour tout ce qui avait été sauvegarde, avec une base de données, etc. Donc, ça apportait pas mal d'avantages. Et donc, il y a eu pas mal de constructeurs qui sont arrivés sur le marché, dont les plus connus, Flash, RealPlayer, QuickTime, Silverlight, dont on va parler plus tard, Adobe, etc., Java Web Start, d'ailleurs, j'ai un client qui est encore avec ça. Voilà, qui ont commencé un petit peu à rentrer dans le game, et ils ont quand même bien pris le marché. Pendant un moment, il faut savoir, en 2001, déjà, les 7 plus grands sites américains, ils utilisaient Flash. YouTube, c'était du Flash. Le Pizzaiolo, c'était du Flash. Donc, on était, ça pognait, quoi. C'était pas anodin. Et vu qu'on commençait à parler un peu d'applications RDA, Rich Desktop Application, un petit peu un mix web, local, déjà on essayait un petit peu de sortir. Bah là, on a Microsoft qui a lancé le fameux Silverlight en 2007. Ok, très bien. Sauf que fin 2007 est arrivé un événement qui a perturbé un petit peu tout ce joli écosystème. C'est qu'il y a quelqu'un qui a sorti un nouveau device qui s'appelle l'iPhone. Et ce Steve Jobs, il est rentré un petit peu en conflit avec notamment Adobe. Parce qu'il reprochait que voilà, les plugins, déjà, c'était pas sécurisé, c'était pas normalisé, ça pompait de la batterie, voilà, il y avait des failles, machin, on contrôlait rien. Donc pour Steve Jobs, il a fait des lettres ouvertes et tout, vous trouvez ça sur Internet assez facilement. Pour lui, non, c'était niette, il fallait du standard, sauf que les standards, ils étaient encore balbutiants, mais pour lui, il fallait du standard. Et il a achevé le game. En 2008, ils ont donné un coup de grâce, ils ont inclus dans leur, comment on appelle ça, dans leur contrat, voilà, le fait que maintenant, si vous voulez faire des applications iOS, il n'y a pas le choix, c'est soit vous faites du C, du C++, ou de l'Objective-C. Et bien sûr, donc là je vous ai un peu traduit, un peu, je parle pas anglais, hein. Donc en gros, Apple en a marre de vos hacks, parce que eux, lui, considéraient vraiment que c'était des hacks. Quand j'avais suivi le truc, vraiment dans la tête de Steve Jobs, c'était de dire, mais ça, faire des applications web, ça va pas intéresser les gens, etc. Lui, il voulait vraiment pousser les gens à faire des vraies applications pour son téléphone, pour son truc. C'était ça son objectif au départ. Et ils ont fait le ménage, et vraiment, l'histoire de JavaScript, on a fait le ménage parce qu'avant, les navigateurs, ils géraient même VB, il y avait VB, JavaScript, je sais pas si on avait d'autres d'ailleurs. Et lui, il a choisi JavaScript. Ok. Mais c'était pas vraiment le sujet. Sauf que quand Google et Mozilla, ils ont vu ça, vu que Apple avait imposé JavaScript, ils ont dit, bon ben voilà,
Du coup, de facto, JavaScript devient le seul langage capable de s'exécuter dans tous les navigateurs. Enfin, vu que Apple n'accepte que le JavaScript, de facto, c'est lui qui devient le maître. Donc, Google et Mozilla, ils vont travailler un petit peu ce que j'appelle un pack, on va dire, ou un POC. C'est qu'ils vont se dire, bon, bah voilà, on est sur un langage de script. Un script, c'est interprété, donc performance un petit peu moisi, etc. Donc, ils vont travailler à ce que ce soit compilé. Donc, on a Mozilla avec ASM.js, qui va essayer de faire des instructions JavaScript qui vont être facilement compilées. On a Google qui va sortir son moteur V8, qui lui va compiler du JavaScript, le parser, etc. Bon, c'est pas clean, bon, on n'avait pas le choix, et ils ont fait ça. Et vu que les standards du web, ils redeviennent un petit peu à la mode, donc il y a W3C qui est revenu sur le devant de la scène, et ils ont pu enfin finaliser HTML5 et CSS3. Et je crois d'ailleurs que W3C, ils ont gagné une petite bataille parce que eux, ils voulaient absolument la séparation HTML-CSS, chose qu'ils ont réussi à faire. Et dans le même temps, ce qui s'est passé, c'est que les navigateurs, au fur et à mesure des mises à jour, ils ont commencé à interdire tous les plugins. Ça, c'est un truc que je l'ai vécu parce que, perso, moi, je travaillais sur un projet dans la santé. Il y avait quelqu'un qui avait développé un planning web, qui avait déployé plusieurs cliniques, et c'était en Silverlight. Sauf que, au fur et à mesure qu'il y avait des mises à jour, et au début, fallait dans la petite option pour cocher, pour que Silverlight puisse activer. Après, il fallait enlever les trucs de sécurité. Enfin, à chaque fois, ils devenaient fous. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les navigateurs, ils ont commencé à abattre tous les plugins comme ça, les uns après les autres. Et du coup, JavaScript s'est retrouvé le boss, quoi. Vu qu'il n'y avait plus de plugins, qu'il n'y avait pas de technologie alternative, plus de concurrents. Le top. Alors tout ça, ça pourrait être génial, parce qu'on pourrait se dire, bon voilà, de toute façon, tu fais du front, tu as une technologie front, voilà, tu apprends, c'est tout, quoi. Ok, sauf que vu que JavaScript est devenu une cible de compilation, un petit gars qui a créé Node.js et qui a permis de faire sortir le JavaScript hors du navigateur, et pour faire du back-end. Ce qui peut avoir du sens, parce qu'avoir un seul langage pour pouvoir faire une application complète, c'est quand même plus confortable que d'apprendre 3, 4, 5 langages. Ça a du sens, mais voilà, l'histoire est un peu partie comme ça. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, 2022, si vous tapez quels sont les meilleurs langages back-end, on vous sort JavaScript. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment un langage de front-end, qui servait à faire clignoter du texte, s'est retrouvé d'un coup à devenir vraiment le langage numéro 1 dans le game, quoi. Et en fait, la raison, c'est que voilà, avec le succès du JS, on voit qu'en fait, il n'y a aucun... Enfin voilà, tout le monde désire en fait un standard de compilation aujourd'hui multiplateforme. C'est ça que les gens. En fait, on veut pouvoir faire une appli, la déployer un peu de partout, que ça s'exécute partout, ce qui était un peu la promesse de Java, ce qui était en un moment la promesse de C#, même si ils ont beaucoup tourné sur Windows et ça fait pas longtemps qu'ils sont en train de vraiment se lancer dans Linux et le multiplateforme, à proprement dit. Mais en gros, voilà, le succès de JS, ça prouve vraiment que les gens, ils veulent un truc, une cible de compilation, sécurisée, multiplateforme, un truc vraiment qui leur permette de travailler comme ça. Et donc, ce constat que je vous énonce, c'est pas un truc que j'invente, parce qu'il y a quand même les 4 plus grands constructeurs de navigateurs qui ont fait le même constat et qui se sont mis ensemble avec le W3C pour travailler à une nouvelle norme. Et cette norme, ça s'appelle WebAssembly. Alors, pour vous faire un petit peu une image, c'est un petit peu WebAssembly, c'est vraiment c'est comme un assembleur, c'est une espèce de bytecode. Hein, alors, il y a des conférences sur WebAssembly, c'est un peu comme aller à une conférence sur l'assembleur, c'est un petit peu hard. Mais l'objectif de tout ça, c'est vraiment de faire en sorte que tous les environnements qui vont vouloir être multiplateformes, ils vont avoir une cible de compilation commune, avec un bytecode commun qu'on va pouvoir exécuter déjà de facto dans le navigateur, sachant qu'aujourd'hui le navigateur est vraiment présent de partout.
que ce soit sur les téléphones, que ce soit dans les ordinateurs, des gagne-pains, des télé. Enfin, aujourd'hui, le navigateur est presque partout. Et aussi, même de le sortir, d'avoir des espèces de compteurs d'exécution qui seront capables d'exécuter du WASM. Et j'ai même entendu, alors à confirmer, qu'il y avait même Intel qui travaillait peut-être un microprocesseur qui directement prendrait du WASM pour le boxer, le compiler cache. Donc ça, vraiment, c'est la promesse. Avoir le langage vraiment de votre choix, avoir la stack de votre choix, ne plus être contraint voilà, d'être obligé d'utiliser un seul langage et de pouvoir de pouvoir cibler une plateforme pour pouvoir travailler. Quoi. En gros, c'est ça. Donc aujourd'hui, WebAssembly, comme je vous le disais, c'est un langage d'assembleur. Donc on va pas parler de WebAssembly, je vais pas vous montrer des coups, des calls, des machins, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment l'exploitation de ça. Donc on voit qu'aujourd'hui, ils ont implémenté quand même pas mal de choses de la norme. Là, en InProgress, il y a des trucs en plus. Tiens, par exemple, les threads qui vont bientôt sortir, qui sont sortis dans la norme et qui vont être implémentés dans le .NET 7 bientôt. Donc, on va pouvoir faire du vrai multithreading dans le navigateur. Ce qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, en JavaScript, on peut le faire, mais c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, des web workers, bref. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du cours d'histoire. Et le but c'est de tout ça, c'est de répondre aux deux questions que tout le monde se pose sur Blazor à chaque fois que j'en parle. Et la première question, c'est est-ce que Blazor va finir comme Silverlight? Alors, et sous-entendu, Microsoft aurait abandonné Silverlight peu après sa sortie. Ils auraient tout abandonné, ils auraient arrêté. Et ben, chose qui est complètement fausse. Parce que les faits, il y a Silverlight 5 qui est sorti en 2011, pour vous donner un ordre d'idée, AngularJS est sorti en 2010, donc c'est même sorti après AngularJS. AngularJS, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'histoire, a été abandonné par Google. Et ça, on n'en parle jamais, bien sûr. Hein. Chaque fois qu'on parle de Blazor, on parle toujours de Silverlight qui a été abandonné dans la forêt, mais on ne parle jamais d'AngularJS qui lui a été abandonné. La dernière mise à jour de Silverlight a été faite en 2018 et la fin de prise en charge en 2021. Donc c'est quand même. Donc quand j'entends que Microsoft a abandonné Silverlight, donc, ensuite, si on compare les deux technos, Silverlight était un code source d'un propriétaire, c'était un plugin, donc on n'avait pas la main dessus, on ne savait pas. Aujourd'hui, Blazor c'est quelque chose d'open source, donc c'est complètement accessible, on peut faire des pull requests, machin. En termes de base d'exécution, comme je le disais, c'était un plugin donc assujetti à de la faille de sécurité, assujetti à des trucs obscurs. Alors que sur Blazor, donc on va taper sur du standard et du standard W3C, notamment WASM. Donc WASM c'est WebAssembly. Donc WebAssembly qui a été déclaré le 4e langage du web il n'y a pas longtemps. Donc c'est un vrai standard. Hein. On n'est pas en train de parler d'un truc dans un coin. Alors en termes de techno IHM, ça c'est intéressant. Parce que avant, donc c'était sur XAML, je sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent cette techno. Et aujourd'hui, c'est du HTML, CSS. Et moi, je trouve que c'est un super choix parce que XAML, de mon point de vue, c'est quand même une techno vraiment très Microsoft. Alors que HTML, CSS, voilà, on trouve assez facilement des gens qui ont cette compétence. Donc intégrer, surtout en général, c'est un espèce de standard de gens qui ont des affinités, on va dire, avec le web, avec les graphiques. Donc ça a plus de sens d'avoir vraiment ça. En termes de compatibilité, voilà, avant on était sur IE, Chrome, Firefox, et encore je crois qu'il y avait des bugs, machin. Là on est vraiment sur tout navigateur, et plus encore avec WASI. Bon ça on va pas en parler, mais c'est WASM System Interface. En gros c'est un exécutable indépendant qui permet de lancer du WebAssembly. Et le langage, c'est Sharp. Donc, si on regarde en fait le point commun entre Blazor et Silverlight, c'est que, en fait, c'est apporter C# dans le navigateur. Donc, effectivement, c'est un peu le but du truc. Et c'est aussi pour ça que tout le monde fait tout de suite le cliché sur Silverlight. Donc, en fait, on voit bien que si Silverlight est mort, c'est vraiment parce que on a eu à un moment un revirement de situation dû à un truc un peu inattendu avec l'arrivée de Apple, qui a cassé le game.
Donc, à moins qu'il y ait un autre revirement de situation de cet ordre, je sais pas, le métaverse ou un device de dingue qui apparaît et qui fait le truc, moi, à titre personnel, je vois très peu de chances que Blazor soit abandonné par Microsoft. Surtout que Microsoft n'abandonne pas ses produits en général. Hein. On a Webform et MVC qui sont encore en vie. On a encore des projets en MVC 5. C'est inclus dans la roadmap .NET 7. Notamment, c'est intégré aujourd'hui avec Maui. Donc, Maui que j'ai pas encore testé, mais c'est vrai qu'il y a le nouveau fer de lance, un peu de Microsoft. Et on est sur un standard qui est accepté par tous, même Intel, comme je vous expliquais tout à l'heure, et on a vraiment une communauté open source qui est de plus en plus active. On n'est pas sur une niche comme vous pouvez l'être un petit peu avant. Alors, deuxième question qu'on me pose toujours, c'est Blazor va-t-il remplacer JavaScript? Là, je serais tenté de dire oui. Si tu es développeur .NET et que tu ne veux pas avoir de JavaScript. Mais sinon, non, ça ne changera pas JavaScript. Et comme j'ai promis de dire du bien de JavaScript pendant cette session, il faut savoir que Blazor est interopérable avec JavaScript, que Blazor aime JavaScript et on peut faire du JavaScript avec Blazor. Donc si vous avez des équipes JS et que vous voulez passer à Blazor, no panique, on peut les intégrer et on peut faire un full love. Voilà. Bon, maintenant tout est clair, qu'on a fait un peu le tour. Je pense qu'on va pouvoir attaquer la bête et parler un peu de Blazor. Alors, donc en 2018, Daniel Ross, personne éminente chez Microsoft, a posté un petit truc de blog. Ah, vous mettre sur le caméra. Comme quoi, on a sorti un nouveau projet expérimental, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, WebAssembly est sorti en 2019, en officiel. Et là, en 2018, on avait un premier projet expérimental pour dire on va prendre C#, Razor. Donc Razor, c'est le moteur de rendu de ASP.NET, qui a 15 ans quand même. Voilà, HTML, on va essayer de faire tourner ça dans le browser à travers WebAssembly. Donc la promesse était de dire, bah voilà, on aura une technologie, on va pouvoir avoir HTML, CSS et C#, et non plus JS, et grâce notamment à .NET Core et Razor, donc le moteur de rendu. Okay. Et comme voilà, on était en 2018, et là on voit ici que Blazor WebAssembly est sorti en mai 2020, on va dire la version finale de prod, etc. Et ben Microsoft s'est dit tiens, pendant qu'on y est, on va implémenter un truc, ça va s'appeler Blazor Server. Alors je vous avoue que moi perso, au début, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas intéressant, ce qui m'intéresse c'est WebAssembly, ça va être trop bien, Blazor Server c'est quoi, c'est bien. Et en fait, Blazor Server c'est quoi? C'est de dire, ben on fait du rendu côté serveur, et on va faire des mises à jour côté client à travers une WebSocket. On envoie juste le petit différentiel HTML, donc il n'y a pas vraiment de WebAssembly dans cette techno, on envoie juste le petit différentiel HTML, et grâce à ça, on peut faire tourner du coup Blazor même sur les trucs qui supportent pas WebAssembly. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, enfin en tout cas dans le type d'application que moi je suis amené à développer, qui sont beaucoup d'applications de gestion, c'est vraiment le mode que je trouve qui est le plus pertinent. Mais après, WebAssembly a aussi pas mal d'avantages. Alors, il n'y a pas longtemps, là, il y a les Devox FR, on a parlé un petit peu de WebAssembly, donc on a Philippe Charrière et Laurent Daudin qui ont parlé un petit peu de tout ça. Et bon, alors c'est une conférence, vous pouvez aller la voir, ça parle WebAssembly, donc comme je vous le disais, c'est vraiment sur la partie WASM, c'est-à-dire le bas niveau. Donc on va vous parler de pointeurs, on va vous parler de trucs comme ça, donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y. Et à un moment, il fait un petit listing, et là, il note effectivement que C# Blazor est la seule solution complète à target, enfin à cibler WebAssembly. Et pour cause, c'est que Blazor aujourd'hui est un outil ultra complet. On est vraiment sorti du monde expérimental, hein. On est vraiment dans un truc, on a du routing, de la validation, l'injection de dépendance, isolation CSS, on a le hot reload là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, on a le rendu côté serveur, côté client, tous les outils de debugging Microsoft que vous aimez bien, les petits breakpoints, les petits machins, tout ça, ça fonctionne. Intellicense, compilation AOT, PWA, desktop, enfin, on est sur un truc
ultra complet. Et les patterns utilisables. Alors ça, c'est un truc que je regarde vachement quand j'étudie un framework, on va dire. C'est quel pattern on peut travailler avec. Donc, avec Blazor, vous pourrez travailler avec du code behind. Le code behind, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait, je mets un bouton, je fais clic-clic, je mets du code derrière le bouton et je suis content. Donc, je l'ai mis en rouge parce que je ne vous conseille pas. On va faire ça pendant la démo, hein, mais c'est pas du tout un truc à faire en production. Blazor supporte le data binding, one way, two way. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le data binding, c'est un truc qui est issu, si je ne dis pas de bêtises, de WPF, justement. Le concept, c'est qu'on va lier une donnée à un élément graphique. Quand la donnée va changer, ça va se répercuter dans l'élément graphique. Et quand l'élément graphique va changer, ça va se répercuter dans la donnée. Et ça donnait lieu à un pattern très connu aujourd'hui, je pense, qui s'appelle MVVM, modèle vue, vue modèle. Donc Blazor supporte du coup MVVM, vu qu'il fait du One Way to Web. Et enfin, Blazor supporte aussi le DOM incrémental et virtuel, tel que le fait React, son pote Angular, et peut-être les autres, d'ailleurs je ne connais pas, Vue.js, je crois que c'est peut-être. Et ça permet quoi? Ça permet de faire du MVU, Model View Update. Alors moi, alors j'ai découvert ça avec React, c'est des potes qui m'ont fait découvrir ça. Et je suis tombé amoureux vraiment du pattern. On est dans un truc, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, hein, on est sur un truc vraiment unidirectionnel où on va changer une donnée, la donnée va forcer le rafraîchissement, on va dire, du composant graphique. Et ensuite, on est toujours dans une boucle unisens pour pouvoir faire notre truc, quoi. Ce qui permet d'avoir une super testabilité, ce qui permet d'avoir de la prédictibilité, ce qui permet d'avoir des actions, de savoir vraiment tout ce qui a été fait, de ne pas avoir d'effet de bord, parce que c'est un petit peu moi le problème que j'avais quand je faisais de l'interface graphique, on va dire, hein, donc déjà avec jQuery, etc., c'est que voilà, on s'abonne à des events de souris, de clavier, de machin, ça pop de partout et on a un peu du mal à gérer tout ça. Et c'est vrai que le MVU, je trouve, apporte une solution. Voilà. Donc on peut faire du MVU avec Blazor. Donc Blazor, aussi, comme les frameworks modernes aujourd'hui, a une vraie approche composant. Donc qu'est-ce que j'appelle un composant? C'est vraiment une unité de code dans lequel on va avoir le rendu graphique, le style et le comportement. Donc ça se matérialise en gros par une balise HTML, voilà, par exemple une balise stable, et hop, on lui donne des propriétés, des machins, et puis c'est censé faire le taf. Voilà. Contrairement à ce qu'on appelait avant les composants, par exemple MVC, où il fallait mettre un petit bout dans le contrôleur, un petit bout de code dans la vue, un petit bout de code dans le modèle, un petit bout de code dans le machin, et ça devenait n'importe quoi, et bon, ça faisait le taf, mais... Donc ces composants, aujourd'hui, il faut savoir que donc on a des librairies payantes, hein, avec DevExpress, Infusion, Telerik, etc., qui ont beaucoup investi sur Blazor, déjà même avant. On a des librairies gratuites, on en a pas mal. On a le fameux Mud Blazor, qu'on verra tout à l'heure, qui... Alors moi, c'est marrant, parce que je les ai vus presque net, parce que j'ai fait une PR sur un site assez connu, et j'étais juste avant eux, et ils étaient derrière, ouais, je vais la pousser et tout. Et aujourd'hui, ils ont je sais pas combien de followers, c'est des gros ouf. Donc Mud Blazor, Red Zone, OnDesign, le mec qui m'avait contacté, par contre il parle chinois, Mad Blazor, enfin on a plein de trucs. Et on peut aussi faire ses propres composants. Donc je vous montrerai mon propre composant absolument exceptionnel, soit Blazor Animation et WPF Grid Layout Blazor, oui, parce que je suis tellement une quiche en CSS que j'ai recréé un composant qui me permettait de faire des grilles comme WPF. Pour vous donner l'ambiance, genre le mec qui débarque dans le web. Alors on va faire des petites démos là, juste pour un petit peu rafraîchir l'atmosphère. C'est bon, tu vois mon... Alors, donc comme je vous l'expliquais, tac tac. J'espère que excusez-moi, la fenêtre s'est ouverte de l'autre côté. Donc là, on voit par exemple, là on est sur DevExpress, hein, qui est libre, voilà, de la libre payante, hein, on va pas rester des heures dessus, mais pour voir un petit peu ce qui se fait, hein, donc Rich Editor, Data Edition, machin, donc on a quand même des trucs assez complets.
Donc là, un petit peu une page à la Word, etc. Ce qui est intéressant surtout, c'est quand on regarde la source, voilà, le composant. On a un petit tag, je donne mon document en entrée, quelques petits éléments pour ma classe, et c'est fini. Si on compare un petit peu, par exemple, son homologue MVC, bon là on est sur le Pivot par exemple. Sur le Pivot, si je regarde les codes sources, alors voilà, tu mets d'abord ça dans le modèle. Ah ouais, c'est super simple en fait. Voilà, une fois que tu as mis ça dans le modèle, tu mets ça dans l'autre partie du modèle, parce que oui, il faut avoir des classes partielles, c'est plus intéressant. Ensuite, tu mets ça dans le contrôleur. Ah oui, le truc où je mets tout mon code métier, voilà, tu mets ça. Ah, ouais. Ensuite, tu mets ça dans l'autre contrôleur, le truc d'action. Ah, là aussi, je mets mon code métier, voilà, exactement. Oui. Ensuite, là, dans ta vue, là, voilà, tu mets juste ça, c'est un truc simple. Ah, d'accord, c'est simple. Voilà, puis tu fais une deuxième partie de vue, parce que quand on a deux, c'est mieux. Et puis un petit helper, parce que l'helper, c'est toujours meilleur. Voilà, donc moi, avant, je bossais qu'avec des trucs comme ça, je prenais des crises d'asthme direct. Et aujourd'hui, avec Blazor, c'est vrai qu'on a un composant, je compose le truc. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça tellement plus mieux. Alors, on met Blazor. Donc là, on est sur une librairie gratos, qui est d'ailleurs en WebAssembly. Donc là, on est en SPA, là, sur une techno WebAssembly. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là? Discover, Product, je ne sais même plus comment ça marche tout ça. Voilà, XAPI, on voit nos composants aussi, donc il y a plein de composants comme on pourrait trouver partout, voilà, des petits taskbars, des machins, etc. Et comme d'habitude, vous voyez, c'est des petits composants, MudSpacer, une petite icône, un petit machin, voilà, c'est cool. Donc tout ça c'est gratuit, c'est open source, on peut faire des PR. Moi j'ai pas fait de PR encore dessus, mais je risque d'en faire une sur un composant en particulier. Et surtout, je sais que je l'ai utilisé par exemple en faisant un submodule Git, pour vraiment adapter tous les composants à vraiment faire du MVU, parce que c'est vrai qu'ils sont très orientés data binding. Et l'un des trucs que j'adore avec des composants comme ça open source, c'est qu'on va pouvoir faire un fork et puis un petit peu adapter pour que ça marche à notre besoin, quoi. Et vu que c'est assez simple, c'est pas mal. Et un composant de ma composition, si je dirais, Blazor Animation. Donc là, en fait, le truc, c'est on prend quelque chose, un élément HTML, et puis voilà, on va pouvoir l'animer selon différents presets. Voilà, donner un délai, donner une vitesse, on peut donner la vitesse en 10 secondes directement, un nombre d'itérations, etc., etc. Et bien sûr, tout ça en open source. Oh, 47 stars. Donc, ah non, mais un truc de fou. Donc voilà, si vous voulez aller voir le code source, c'est ici. Et vous voyez, en fait, comment on fait? On fait un petit bloc animation. On met son petit truc qu'on veut animer. On donne l'effet, on donne la vitesse, et c'est fini. Voilà, avec quelques petits trucs, genre tu peux t'abonner à un truc quand l'animation elle se termine. Voilà, par exemple, si tu veux faire des effets mot de passe, truc où ça se secoue là un peu pour se la péter. C'est très important de se la péter quand on fait du front. Donc voilà pour cette petite démo. Alors je vais vous montrer mon premier test avec Blazor. En fait, la première fois que j'ai entendu parler du truc, il y a le mec qui fait un Hello World et il y a le mec qui fait un jeu direct pour se dire on va se chauffer tout de suite. Moi je veux voir la limite du concept. Alors j'espère que ça va marcher. Alors faut savoir que ce truc je l'ai fait vraiment au début presque avec la version expérimentale. C'est sur un serveur, je sais même plus où il est. Hein. Et c'est sur un truc. Donc vous pouvez vous connecter avec vos téléphones, hein, tetris.boudou.fr. Si vous voulez tester, ce magnifique petit Tetris. Et tout ça fait en HTML, CSS et allez, tout ça. J'ai pas compris. Alors, regarde l'animation. J'ai pas compris le propos. Quoi. De quoi? J'ai pas compris le propos de la présentation. Ah.
peux sortir quand même. Bon, voilà, bref, vous voyez, c'est exceptionnel, c'est magique. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer avec ça? Je vais vous montrer le code source, parce que vous vous dites, ouais, c'est bien, tout ça, tu nous parles de Tetris, machin, en fait, t'allais pomper un truc, voilà. Alors, pourquoi moi j'ai kiffé direct? C'est pas vraiment parce qu'on peut faire du C#, enfin si, un peu quand même, mais c'est surtout parce que je suis parti direct en TDD, en fait. Et voilà, j'ai commencé vraiment, je me suis dit, bah voilà, alors je vais faire mon petit bac, donc je vais partir sur des coups de criminaux, voilà, donc avec chaque criminaux, il a quatre éléments, etc. Donc j'ai géré toutes mes petites collisions, tous mes petits machins. Une fois que tout marchait, bah je me suis dit bon bah il n'y a plus qu'à intégrer normal. Donc je suis allé, voilà, j'ai créé un petit composant. Donc on voit ici, vous voyez ce composant grid là? Et ben c'est le truc WPF dont je vous parlais, parce qu'en fait j'étais tellement une quiche Lorraine en grid CSS, je savais même pas comment ça marchait, je me suis intéressé 10 minutes au sujet, je l'ai implémenté, et après je l'ai réimplémenté comme à la maison, quoi. Donc voilà, des grid elements avec des recolonnes, des alignements, machin, des trucs pour faire les animations, pour quand on gagne, que ça fasse des petits trucs. Voilà, un peu de CSS quand même, parce que voilà, on n'est pas des bêtes. Et du code behind, oui, je sais. Avec des petits appels. Alors voilà, il y a un appel JS, parce que vu que c'était une version expérimentale, à l'époque, pour avoir un focus element, on était obligé de passer par du JS. Aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, on peut directement en Blazor faire un focus element. Voilà, avec, vous voyez, tout en C#, gestion du touch. Donc, je crois que vous pouvez jouer avec votre téléphone, etc., etc. Donc voilà, ce qui a donné ce petit Tetris. Donc, je vous avoue, quand j'ai réussi à faire ça, je me suis dit, ouais, il y a peut-être un truc à faire, en fait. Alors, je vais vous montrer un autre scénario avancé. Ça, c'est un scénario de production. Je vais essayer de choper. Excusez-moi, j'arrive à choper mon navigateur. Le navigateur. Hop, comment ça s'appelle déjà? Je cache l'URL quand même, pour pas qu'il y ait des méchants pirates. On a fait super mot de passe incroyable. Alors, autre démo, donc là, ça c'est avec notre Blazor. Hein. Donc le besoin du client, c'était quoi? C'était de dire, bah voilà, écoute, on va déployer des machines à travers le monde entier. On n'a pas l'accès aux machines, on ne sait pas comment ça va marcher. On veut avoir accès, connaître le processeur, connaître l'état de la RAM, connaître l'état du disque, éventuellement prendre la main si c'est un Linux avec un shell, ce serait pas mal. Et avoir des alertes, s'il te plaît, ce serait cool aussi. C'est-à-dire que quand, je sais pas, le processeur il est à 100% depuis plus de 10 minutes, tac, ça nous envoie un mail. S'il te plaît. Ouais, tout ça. Donc là aujourd'hui, on est vraiment sur des. Donc aujourd'hui, comment ça marche? On est là sur la version serveur de Blazor, et on a fait des clients, donc des petits exés qu'on installe, qui sont installables donc sur Windows et Linux. Et quand je dis Windows, il y a même des Windows 7, Windows 7. Donc Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, et donc les trucs qui sortent en WebSocket, ils se connectent sur le serveur, et le serveur du coup traite tous les trucs et remonte les données, quoi. Et donc on peut avoir l'état des services qu'on veut surveiller, on va pouvoir ajouter quelqu'un si on veut une alerte, et surtout moi ce que je voulais vous montrer, voilà, on est sur un serveur Linux, donc là où j'ai par exemple intégré un shell. Donc ça, c'est terminal JS, donc c'est un composant JS, d'accord? C'est pas moi qui l'ai développé. C'est un composant JS. Et quand je voyais, je fais open, là, j'ai un shell sur la machine, quoi. Et comment ça marche? Parce qu'il faut savoir que donc ça aujourd'hui, c'est des cliniques, machin, où les mecs sont hyper parano, ils ouvrent juste le port web. Donc ça sort en ce qu'on appelle un outbound, c'est-à-dire ça passe de la machine à l'intérieur jusqu'au serveur en HTTPS, donc comme ça tout est crypté, etc. Et moi je capte le flux et je récupère donc ce que je capte dans le terminal et je le renvoie par ce flux dans le truc. Donc ça me permet parce qu'au départ, bon alors même si ça c'est pas fait comme ça pour l'instant, mais ils ont pour projet de déployer des Raspberry Pi
en Linux, et des Raspberry, on ne sait pas d'où ils viennent, comment, il faut que tout soit centralisé, qu'on puisse choper un shell dessus, etc. Donc pour bien vous montrer qu'on est sur un vrai shell, on va lancer par exemple un htop. Vous voyez, donc là on voit l'état du pros, machin, vraiment en Linux, comme si j'avais un shell dessus. Donc là l'objectif c'est de vous montrer la combinaison de Blazor Server plus le couplage de la réutilisation des applis JS, enfin pas des applis, des composants JS, c'est possible. On n'est pas dans du marketing, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui se fait. Désolé, j'ai cassé le truc. Alors que je... On arrive. Désolé. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Donc ça, c'était vraiment la partie server-side rendering, utilisation d'un composant JS. Donc vous voyez les petits ronds là, où on voit les trucs, ça c'est des composants que moi j'ai préparés. C'est des trucs perso. Là, il y a des trucs que j'ai personnalisés, etc. Enfin, c'est pour vous dire, tout est. Si un mec comme moi a réussi à faire ça. Alors ça, c'est un exemple d'appli. Donc j'ai commencé un projet où bien sûr les mecs ils se sont dit bon, on va partir sur quoi, Angular, React, Vue. Je sais pas. Faites quoi comme langage ici? Bah C Sharp. Ah bien. Et ça vous dirait pas de faire du C Sharp pour le front? Ah ouais, bah tu sais, et ben Blazor. Donc ça c'est pas moi qui l'a fait. C'est un autre gars qui ne connaissait pas du tout Blazor. Donc par contre, il s'y connaissait bien quand même en HTML, CSS, on va pas se le cacher. Et il a réussi à implémenter un truc comme ça. Bon, il a dû mettre 3 semaines quand même, hein, il a mis un peu de temps, mais voilà, avec du filtrage, etc. Donc le but, en fait, c'était, on a des appels malades et on veut avoir des statistiques sur ces appels, donc le nombre d'appels en attente, le nombre de présences dans la chambre, le nombre d'assistances, quand, à quelle heure, dispatché par chambre, etc. C'était vraiment le besoin. Et moi, je sais que dans cette équipe, ils ont intégré un deuxième développeur qui connaissait pas du tout Blazor et ils l'ont lancé tout seul pour faire un devis, un système de gestion de devis en interne et il est en full stack le mec. Donc ça, c'est aussi l'un des trucs que je trouve génial avec Blazor. C'est bon, faut pas avoir peur de se mettre à CSS HTML, on est d'accord. Mais une fois qu'on s'y met, après, on devient presque full stack parce que toute la logique métier, ben, on est capable de la faire dans notre environnement, avec nos trucs de breakpoint, avec nos méthodologies. T'aimes TDD, tu fais TDD. T'aimes pas TDD, bah n'en fais pas. Tu aimes taper derrière le bouton, tape derrière le bouton. Donc c'est vraiment ça que j'aime. Et le truc aussi qui est top avec Blazor, c'est qu'on a une vraie intégration dans l'environnement .NET. Donc là, c'est un exemple, parce qu'après le Tetris, je me suis dit, bon, je vais attaquer un autre truc pour rigoler. Je vais essayer, tiens, il y a un framework qui est sorti là qui s'appelle ML.NET, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un framework qui permet de faire du machine learning en .NET. Mais machine learning, pour les mecs qui bitent que dalle le machine learning, hein. Je parle pas, parce que moi j'ai essayé TensorFlow, j'ai mis 8 jours à l'installer, ça marchait toujours pas, et une fois qu'il marchait, je savais pas quoi en foutre. ML.NET, c'est clic droit, nouveau modèle, alors tu veux faire quoi? Une classification? Tu veux faire quoi? Bah, classification, ah ouais d'accord, vas-y envoie ton jeu de données, t'envoies ton jeu de données, play, machin il bosse. Donc en fait ici pour ce jeu de Shifumi, le gros du travail c'est que j'ai dû prendre ma main en photo, donc dans différentes positions. Ensuite j'ai pris des outils qui prennent la photo, qui vont la dégrader, qui vont changer le dégradé de couleur, qui vont changer la position de la photo, qui vont le mettre dans plusieurs sens, etc., qui m'a fait un volume assez important de données. J'ai balancé tout ça dans la bécane, le machin il a mouliné pendant une demi-journée. Et après, ça va sortir un fichier, .zip, et je l'ai foutu dans mon Blazor. J'ai utilisé l'API ML.NET, API C Sharp, et voilà, c'est parti, je fais du machine learning. Donc, je capture la vidéo, je détecte si je fais pierre, ciseaux, feuille, et puis je joue avec la machine. Donc, quand on travaille dans des environnements purement Microsoft avec Azure, SQL Server, Active Directory, Office 365, etc. Moi, je trouve très dommage que voilà, les gens partent sur
solutions JS, alors qu'aujourd'hui avec Blazor, on a vraiment une intégration parfaite, une bonne intégration. Là. Alors, truc aussi très intéressant avec Blazor, pour ceux qui aiment faire du TDD, bien sûr, on peut faire des composants en TDD. Alors aujourd'hui, avec Blazor, comme avec tout, on peut faire du TDD pour notre bac, on peut faire du TDD pour la logique métier, pour la MDU. Mais quand on a un composant un peu sioux comme celui-là, qui a l'air tout simple, hein, en gros, c'est je mets une phrase, je tape plusieurs prédicats et ça doit me highlight, enfin me mettre en surbrillance chaque prédicat. Ça, je pense qu'il y a un coding dojo à faire, vous donnez barre de 10 minutes, truc qui vous pète à la gueule, parce que, enfin, je vous montre, enfin, si je vous montre la solution, c'est, je crois qu'il y a 2 ou 3 aggregates à la suite pour pouvoir. Donc ça, on peut le faire en TDD. C'est-à-dire, ben voilà, j'ai d'abord mon composant qui est comme ça, je fais ça en input, ça doit me sortir une div avec tel HTML, tel CSS, et on peut itérer comme ça pour faire des composants graphiques hyper chaud. Quoi. Bon, on va passer maintenant à une vraie démo. Parce qu'on fait du blabla, on montre des trucs qui font poète. Mais il y a un moment, il faut montrer du code. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais me connecter sur une machine. Ça va jusque-là, pas trop. Vous n'êtes pas en train de sécher, hein. Vous allez me dire qu'est-ce que je fous là. Alors, excusez-moi, il y a le petit temps où il faut que je me connecte. On n'a pas d'accès TeamViewer, c'est ça qu'on est en train de m'expliquer? Mais tu le sais que je suis un joueur de fou. Eh ben, je n'ai pas d'accès TeamViewer. Putain. C'est ton Wi-Fi qui fait ça? Attendez, plan B. Ah, voilà, regarde. Pourquoi tu pleures? Mot de passe. X. Oh là là, et ça marche, les enfants n'ont pas éteint la machine. Mais c'est incroyable. Alors par contre, je vais adapter un petit peu parce que à la maison, j'ai un écran ultra-wide violent. Tout le monde voit là? Un petit peu, on est bien. Alors moi, ce que je vais vous proposer, on va développer une application PWA, comme ça, en freestyle, et on va la déployer sur le web, et ensuite on va l'installer, déjà on va faire jouer avec, après on va l'installer sur Windows, Linux, iOS et vos téléphones. Si vous voulez. Et voilà. Et tout ça sans taper une ligne de JavaScript. Puis ça vous fera un petit peu l'occasion de découvrir un petit peu Blazor. Hein. C'est pour ça que vous êtes là. Donc on va créer un nouveau projet. Alors moi j'aimerais un projet Blazor WebAssembly parce que je suis fou. Voilà, je vais l'appeler Bcalc. Non, Blackalc. Alors, quelqu'un a un meilleur nom? Blackalc, pour ça. Hop, voilà, c'est mon idée de startup. On va pas configurer HTTPS parce qu'on va être derrière un petit proxy et on va dire on veut faire une progressive web app. Et on va se mettre en .NET 6 parce que nous on utilise les dernières technologies. Hop, voilà, création du projet. Voilà, c'est magique. Enfin, c'est magique. Donc là, on a, si vous vous êtes intéressé déjà un petit peu à Blazor, là, il nous a créé le projet, on va dire le template par défaut, que vous verrez partout, à chaque fois, dans toutes les démos, dans tous les trucs. Hop, il fait son petit loading, voilà, c'est le truc violet, hein, pour ceux qui aiment le violet, parmi vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent cette couleur. Voilà, le petit compteur, le fetch data, là, dégueulasse, et tout. Donc tout est là, c'est super.
ça marche, mais nous, tout ça, on s'en tape la couenne. Donc, hop, on va faire un peu de ménage. Donc déjà, Bootstrap, tu dégages, s'il te plaît. Ensuite, Sample Data, bah, c'est le truc qui permet de faire le fetch. On s'en fout. Ensuite, donc là, en fait, ici, on a nos pages, nos fameuses pages qu'on a vu tout à l'heure. Donc, l'index, le fetch data, on voit, c'est juste des petits trucs. Donc, on va supprimer ça parce que on s'en fout aussi. Allez hop, ça, on s'en fout aussi. Hop, dans le shared, il y a quoi? Alors là, vous voyez, il y a le main layout razor.css qui est juste dessous. En fait, c'est ce qui permet de faire l'isolation CSS. Alors avant, je sais qu'avec les premières versions de Blazor, c'était pas possible de faire d'isolation CSS. L'isolation CSS pour le linéaire, c'est le fait que pour un composant, on va mettre des styles CSS qui ne vont s'appliquer que à son composant. Et vous savez que CSS, ça a une magie, c'est que quand on applique un style à un petit élément, bah, il se diffuse de partout. Et en fonction de règles que seuls les dieux du CSS connaissent, ça part toujours en vrille. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, je comprends rien. On me dit, mais si c'est ça, il faut le mettre avant, et après, tu mets un important. Ok, super. Donc ça, c'est l'isolation CSS, tout ça. On s'en tape. Tout ça, c'était le truc avec la div, là, pour avoir le menu à gauche. Voilà, désolé pour ce petit moment de latence, voilà. Voilà, je crois qu'on est bien, Et comme vous voyez, on a un builder au départ. Ah bah tiens, on fait une petite injection là de dépendance là, dans un HTTP client. Donc nous, on s'en fout, on va pas utiliser ça. Donc ça dégage aussi. Voilà. Et pour terminer, je pense que dans l'index HTML, il y a aussi du, bah tiens, Bootstrap, bien sûr. Donc tu dégages, hop, tu dégages, toi aussi. Excusez-moi, il y a de la latence de ouf. Voilà. Voilà. Et ça, on s'en fout aussi. Donc j'avoue, c'est un peu du taf. Hein. J'imagine qu'il doit exister un template vide. Mais vu que je suis un flemmard, j'ai pas regardé. Voilà, je lance et là j'ai une page vide. C'est incroyable. Bravo. Voilà, la démo est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous. C'était exceptionnel, je sais. Bon, et ben maintenant on va attaquer le dur. Hop. Alors je vais essayer de vous mettre ça de côté pour que vous puissiez profiter du hot reload. Alors avant les premières versions de Blazor, c'était un peu ambiance MVC, je sais pas si on a parmi vous qui font de MVC, mais c'était l'ambiance, je tape un bout de code, j'arrête tout, je redémarre l'appli, je regarde que mon bouton il est bien bleu, ah il est pas bleu, je arrête l'appli, je change le truc du bouton, je redémarre l'appli, ah mais plus chamarré, ah voilà, je mets chamarré, et je mets 3 semaines à définir une couleur de bouton, et je pète un boulard, voilà. Alors, aujourd'hui, on va essayer, alors comment on va faire? Tac, attendez, je vais prendre un petit. Parce que vous vous doutez bien que je vais pas taper tout le code. Parce qu'au début, je voulais vous faire une démo, je tapais tout le code et ça prend au moins 1 heure. Donc, je me suis dit, on va peut-être se calmer, on va rester cool. On va rester complètement zen dans cette affaire. Donc, je vais leur copier-coller des bouts de code. Donc là, ici, on va créer un petit composant déjà pour commencer. Bon, là, je vais arrêter le code parce que le machin, parce qu'on va quand même créer un composant. Tac, voilà. Donc, je vais le mettre ici. Hop, page, par exemple. Alors, ne pas faire ça en production. Normalement, on fait un bon dossier, composant, machin. Allez, on va faire un composant qu'on va appeler calculator. Hop, voilà. On fait un composant calculateur. Comme je suis complètement fou, je vais le mettre dans le index. Hop, et là, IntelliSense me trouve un calculateur. Incroyable. C'est sans rien configurer. Ça lag un peu. Hein.
Donc je relance mon appli magnifique, le petit loading, on verra plus tard. Et là, calculator. Parfait. Donc en fait, qu'est-ce qu'on affiche ici? On affiche, voilà, mon petit calculateur. Donc, comme vous vous en doutez, on va faire un peu de CSS. Moi, le CSS, c'est pas ma spécialité. Donc, ce que je fais, en général, je vais passer par Tailwind. Il y en a qui connaissent Tailwind parmi vous? Tout le monde? Personne? Ben, c'est un peu comme Bootstrap. Enfin, je dis une hérésie pour ceux qui connaissent, mais c'est un peu comme Bootstrap, sauf que ce sont des classes utilitaires. On va voir ensemble. Faut pas paniquer comme ça. En fait, c'est simple. On va juste mettre dans le index, on va rajouter une petite ligne, voilà, un petit CDN. Hop, qui est là. Donc, je vais dans mon index HTML, je rajoute juste un petit CDN, bim, bam, voilà. C'est comme une lib Bootstrap, sauf qu'on va définir toutes les propriétés unitairement, directement sous forme de petites classes utilitaires. C'est ça le concept. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de dire, bon, ben voilà, ici, je vais faire une petite div. Attendez, parce que c'est un petit peu lourd, vu que... Voilà. Alors, cette div, qu'est-ce qu'on va faire de cette div? Alors, on va lui donner un petit style quand même. Tac, tac, tac. Je vais tout de suite vous mettre le code, sinon on va péter un câble. Hop. Allez, allez. Allez. Yes. Donc là, voilà. De quoi? C'est ça, je me disais, ça n'a pas le bon comportement. Merci. Hop. Et là, il manque une petite en bas, oui. Hop là. Allez. Désolé, c'est un peu la latence. Ah oui, d'accord, en fait, elle est ici là. Voilà. Alors. Boum. Donc là, on voit avec le hot reload, là. Donc on a fait quoi, en fait? On a mis un petit border un petit peu gris. Là, je lui ai dit, tu prends toute la taille de l'écran en largeur et en hauteur. Tu vas me faire une grille sur 7 colonnes, non, sur 4 colonnes et sur 7, oui, voilà, cette ligne. En fait, voilà, donc vous avez bien compris, on va faire une calculatrice, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas compris. Donc on va donner un petit style, voilà. Et on va tout de suite attaquer dans le dur de Blazor. On va tout de suite taper du code de fou. Hop. Donc là, vous voyez, on a une partie code. C'est-à-dire que dans un composant, comme je vous disais, on va émettre le style, émettre le comportement. Et dans le comportement, on va aussi pouvoir mettre des propriétés. Donc là, on les voit ici, là. Alors là, peut-être qu'il va me demander de redémarrer, par contre. Là, c'est un peu violent. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bah voilà, je te fais un composant, il y aura deux propriétés. Une propriété valeur, qui va être la valeur de ma calculatrice. Et on va ici mettre un button click, c'est-à-dire que un événement pour s'abonner, chaque fois que quelqu'un va cliquer sur un bouton de la calculatrice. Qu'est-ce que je fais? Okay. Et là, j'ai créé un render fragment, donc un fragment. Un fragment, en gros, c'est un petit bout d'HTML que je vais pouvoir réutiliser sous forme d'une fonction. Ça m'évite de copier-coller du code. En gros, c'est un composant en composant. Enfin, j'y vais un peu comme ça. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bah voilà, maintenant que j'ai tout ça, hop. Alors, tac, 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 tac. Donc, on va déjà créer la première div du haut, parce qu'une calculatrice, on a toujours un truc en haut où, vous savez, on voit les chiffres. Donc, ça, c'est ce qu'on va créer dans la première partie. Ça, là, c'est ça. Tu n'aimes pas voir la RAM en temps réel de ce qui se passe? CTRL S. Hop, donc là, on voit pas grand chose, mais c'est normal. Et là, on va pouvoir commencer à
mettre des boutons. Donc, comme je vous le disais, donc on va par exemple faire button. Donc on va créer un premier bouton, alors AC. En plus, je vais lui donner un petit style. Alors là, bon, si vous connaissez pas, faut pas avoir peur, hein. Tout s'apprend. Vous voyez là, hop, il y a un bouton là, AC qui vient d'apparaître. Oh, je clique dessus, il y a même un petit style. Pas beau ça quand même. Hop, allez, on va continuer. On va faire le bouton maintenant. Je vais tous vous les mettre parce qu'on va peut-être pas tous les taper un par un. Sinon, je pense que vous allez faire un AVC. Donc là, je mets tous les boutons. Tu peux zoomer un peu le texte. Zoomer sur le texte. Ouais. Comme ça. Comme ça. Ouais, je pense que ça sera bien. Ouais, c'est bon, tout le monde voit bien ce qui se passe. Ouais. Donc là, en fait, j'ai mis tous mes petits boutons. Là, si je fais CTRL S, on voit la petite calculatrice là qui se dessine. C'est une latence de Barreau. Hein. C'est une latence de Barreau. Donc là, voilà, on a dessiné ma petite calculatrice. Il y a le haut là, par contre, le haut c'est un peu dégueulasse. On va peut-être mettre un petit, on va mettre une petite bordure quand même, non? C'est comment? C'est border régé, non? Ah non, border. Hop. Hop, c'est comme ça. Hop. Vous voyez, donc là j'ai fait une petite bordure avec un petit rond, un petit radius là pour un peu classe. Ensuite je vais aller dans l'index et là on va utiliser le composant. Donc comme je vous ai dit, dans le composant j'ai mis deux valeurs, enfin deux propriétés, donc dont une qui est value. Par exemple si je mets value 10, hop, donc là on voit que la value a été passée au composant et le composant affiche la valeur telle que je l'ai déterminée dans le truc. D'ailleurs on voit là c'est un peu collé, là c'est un petit peu moche. C'est mon aspect graphique, ça, maintenant que je fais du CSS, je vois des trucs. Pourquoi tellement joli? Ouais. Pourquoi toujours critiquer mes goûts? Hop, voilà, on a mis un petit padding un peu pour que ce soit un petit peu plus classe. Voilà. Donc là, c'est bien, on a un composant, on lui passe une valeur, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, un peu le principe unidirectionnel, c'est on passe une valeur, il y a le rendu, et le seul moyen de modifier, c'est de repasser la valeur. C'est toujours unisens. C'est pas la valeur qui à un moment va m'appeler et je vais lui dire ouais attends je fais un traitement. Donc là vous allez me dire super. Et maintenant comment je traite les boutons alors je vais te dire c'est simple. Tout à l'heure nous avons fait un petit paramètre aussi qui s'appelait button click. Donc je vais m'abonner dessus et puis je vais lui donner recherche tic. Et je vais lui donner donc, alors je vais copier le code direct parce que sinon on va pas s'en sortir. Ah oui d'accord, il n'y a même pas la partie code, excusez-moi, j'ai fait une petite entourloupe. C'est bon, je suis là. Hop, donc je copie. Voilà, donc là j'ai passé une petite partie code. Donc pour tout à l'heure, ceux qui ont zappé un peu l'action, en fait mon button click, donc la propriété qu'on voit, ici, donc c'est un event callback. Bon, si vous voulez savoir à quoi ça correspond, il faudra ajouter une formation. Hein. Mais en gros, le concept, c'est ici, moi tel que je l'ai architecturé, quand on clique sur un bouton, je renvoie le label, enfin j'appelle un événement en gros, et j'envoie le label du bouton. Donc si je clique sur 0, ça va envoyer 0. Enfin, ça va appeler une méthode avec en paramètre 0. Etc. C'est comme ça que du coup,
Et ben ici, je vais appeler mon fameux callback avec le label là, donc callback. Voilà. Là, par contre, c'est plus invalide. Hop. Désolé, c'est plus comment il s'appelle. Hop. Hop, hop, hop. Attendez, une erreur. Alors, plus que j'ai zoomé, je vois plus rien. Super. Callback do not exist. Hop, alors, attendez. Voilà, c'est un B minuscule. Qui l'a vu? Voilà. Allez, une licence Richard Voilà, c'est bon, c'est fait. Hop. Donc voilà, donc je lui dis button click, tu appelles le callback, nom très explicite. Hop. Ah oui, et là j'ai une value 10, et ben on va le binder sur value. D'accord? Hop là. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que je vais appuyer sur un bouton, le composant va appeler callback avec le label. En fonction du label, je fais un petit switch case. En fonction de ce switch case, je vais formater ma valeur, on va dire. Première étape. Hop. Voilà. Donc là, normalement, c'est incroyable. Je tape 7, 8, tac, plus 3, 6, fois. Mais si je tape égal, il se passe rien. Bah oui, c'est normal, parce qu'il va falloir qu'on implémente le égal. C'est bien, c'est quoi? C'est n'importe quoi, d'ailleurs. Et c'est là la magie de .NET opère, c'est que là, il faut qu'on fasse. Alors comment on va faire là? Parce que okay, c'est gentil, t'es en train de me mettre une stringos. Et ben moi, j'ai pas envie de me faire m'embêter. Je vais aller chercher un parseur d'expression mathématique, et puis je vais lui dire démerde-toi, je te passe une expression, et voilà. Mais où est-ce que je vais trouver un parseur d'expression mathématique, madame? Eh ben, je vais aller sur Nugget. Vous connaissez Nugget, non? Nugget, c'est un petit repo Microsoft. Alors, moi, lequel j'utilise? Je sais même plus comment il s'appelle. Hop. Alors, voilà, moi, j'en ai trouvé un qui s'appelait MathEval, voilà, qui avait l'air de bien faire le taf. Donc, je fais stop. Je vais dans mon petit... Pourquoi c'est lequel? Voilà, je vais dans mon petit truc ici, je vais lui dire Manage Nugget Package, parce que voilà, moi j'ai pas envie d'aller sur NPM télécharger 28 fichiers. Hop, je vais dans Browse. Hop, je tape math eval, parce que voilà, j'ai vu ça sur le web, on en a parlé à la machine à café, c'est cool. Bon, ça a l'air bien. En plus, c'est un truc, alors c'est pas du tout fait pour Blazor, hein, c'est fait pour .NET Framework 3.5. Super, mais je m'en fous. Installe. Voilà, c'est installé. Voilà, c'était chaud. Hop, maintenant, bah, j'implémente le petit truc, donc je vous passe les détails. Donc en gros, oh là là, il me demande, ah merde, désolé, je crois que là, ah, voilà. Donc là, il faut bien que je prenne l'expression, le namespace de MathEval, parce que expression, c'est aussi un truc de link. Et oui, il faut un petit culture info, voilà, c'est un petit piège d'un truc. Donc en gros, quand je vais appuyer sur égal, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre la valeur, qui sera mon expression, 1 plus 2 plus 3. Je vais la passer à l'évaluateur d'expression, qui va faire le taf. Et puis, je vais renvoyer ça. Tellement complexe. 7 plus 3 égale 10. Je sais, vous êtes impressionnés. C'est normal. Donc là, on a fait notre petite calculatrice qui déchire. Tout en C#. C'est beau. Alors, il reste deux détails. C'est que là, on a une icône qui est dégueulasse. Et on a un deuxième détail, c'est que quand je fais F5, là, vous voyez, le loading, là, ça pique quand même, hein.
Ouais, parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, vu que c'est une PWA, bah, ça va télécharger, en gros, le .NET Framework, qui est minifié, etc. Et qui va être ensuite, alors je crois qu'il est interprété, pour l'instant il n'est pas encore compilé, mais il va être interprété par le navigateur sous forme de WebAssembly pour être exécuté dans le navigateur. Sachant qu'il existe aujourd'hui la compilation AOT, donc c'est-à-dire la possibilité de compiler en avance le code pour pas qu'il soit interprété. Donc avantage, ça va 10 fois plus vite parce qu'il n'est pas interprété, il va être directement compilé. Inconvénient, on double la taille du paquet. Ça dépend du besoin, sur pareil. Si vous faites un outil de 3D, etc., voilà, peut-être que télécharger le paquet, c'est pas... Donc, eh ben, on va régler ce problème. Parce que vous allez me dire, mais moi, c'est insupportable. Moi, quand mon client, il voit loading, et à chaque fois, il fait, on appelle l'hôpital, c'est pas possible. Bon, très bien. Eh ben, écoute, on va customiser tout ça. Parce que ce qui est bien avec Blazor, c'est que contrairement un petit peu aux autres frameworks, surtout Microsoft, je pense pas à MVC, mais plutôt à Webform. Webform, il y avait quand même beaucoup de magie, enfin, des trucs, on savait pas trop ce que ça faisait. On faisait du JS, du machin. Là, dans Blazor, on a vraiment accès presque à toute la plomberie, quoi. Et là, bah, la plomberie, elle est où? Elle est dans le app. Dans le app. Non, pas dans le app, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Elle n'est pas là-dedans non plus, je dis n'importe quoi. Elle est dans le index. Voilà, le petit index. Allez, dépêche-toi. Voilà. Là, ici, vous voyez cette div là? Ben voilà. C'est ça qui fait le truc magnifique. Donc on va changer cette div, on va un petit peu la styliser. Pour, ben voilà, pour que c'est de la gueule, quoi. Parce qu'on est là pour faire du front. Voilà, faire du back, des bases de données, avec tout un table. Mais on est là pour que ce soit beau. Alors, on va ouvrir, déjà pour commencer, on va mettre une icône. Si on a quelque chose. Alors, on va le, ça c'est 192, après. Là. Hop, 512, donc ça tu dégages. Désolé. Hop. 512. Voilà, donc là j'ai créé mes deux petites icônes. Pendant que je suis là, je vais même le faire en fave icône. Voilà. Et ouais, le petit hack des familles que tout le monde aime. Hop. PNG là. Ah. Mais oui, je sais ce que je fais tant que temps. Tout est possible. Donc ensuite, là j'ai un petit manifeste JSON, donc c'est bon, alors on est bien, on est beau, on est parfait. Et ben on va styliser maintenant cette petite div. Non, c'est pas ça. Hop. Allez. Donc ce qui est important, c'est que l'ID doit bien être app. Voilà, ça c'est le plus important. Mais après, vous faites bien ce que vous voulez. Bim. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un espèce de max screen en fait. Je vous traduis. Voilà, un truc qui prend toute la largeur et toute la longueur. Un petit truc en flex, en fait, ça c'est pour pouvoir centrer. En fait, je vais mettre une icône au centre. Voilà, un petit background bleu clair. Et je vais le faire clignoter, quoi. Vous voyez là, animating. Donc je le mets en 12 par 12 et puis que ça marche. Est-ce qu'on va avoir l'effet démo? Le nom, oui. C'est pas ça? Ah oui, attends. Ah, j'ai compris. Yes. Hop. On a une deuxième de licence? Peut-être, si vous battez. Yeah, that's right. On relance, parce que... Tu vois, tu fais même pas de Blazor, t'as même compris.
Oh, oh! Vous avez vu ou pas? Ça allait tellement vite. J'essaye de le refaire parce que c'est tellement beau. Ça va trop vite, c'est trop puissant. Ah si, regarde. Yeah! Donc voilà, donc on a fait un petit Max Screen là pour se la péter. On a fait la petite icône là. Bon là il y a un index, on va mettre Bcalc quand même, parce que le nom de la marque c'est important. Et après, on va déployer. Parce que c'est bien de coder, mais il y a un moment. Pour ça des fois. Voilà, on fait des tests. Hein. Ouais, mais là on fait du code behind, tout ça, tu comprends. Faut qu'on livre rapidement. Ça enregistre. Ah merde. Qu'est-ce que c'est goûté, vous connaissez tout ça d'âge. Donc on a dit, comment il s'appelle notre super produit là? Balcalc? Non? Blackcalc. Hop, CTRL S, ça marche direct ou pas? Ça marche direct. Franchement, c'est incroyable. Bon ben voilà, j'ai fait une appli. Et ben maintenant j'aimerais la mettre un petit peu de partout quoi. Si ça pouvait tourner sur mon iOS, ça serait encore mieux parce que moi j'ai un téléphone iOS. Donc voilà, cool. Alors comment on fait? Bah on sait pas. Regardez, c'est normal, je sais pas. On a un clic droit, publish. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? On va mettre ça dans un folder. Finish. Voilà. Alors, on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités magiques. Donc là, vous voyez là, Ahead of Time Compilation. Donc on peut faire de la compilation AOT, c'est prévu. Par contre, c'est assez long, il faut télécharger tous les trucs. Enfin, j'ai commencé à m'y aventurer, mais c'est plus compliqué que prévu. Donc là, on est en self-contained. Et runtime, browser wasn't. Et ouais. On est en release, save, on publie. Magie, magie. Magie. Bon, c'est un peu long. Magie. Petite dépêche là. Alors, pour faire patienter un peu de claquette. Donc je vous ai prévu déjà un petit serveur web. Il n'y a rien dessus, donc ça s'appelle calculator.voodoo.fr. Hop, on voit, il n'y a rien, c'est un Nginx 1.18, il y a des hackers chez vous qui veulent un peu. Donc on va balancer tout ce qu'on vient de compiler sur le Nginx, comme ça, comme du... Hein, et c'est fini. Enfin, c'est fini. Après, il faut aller browser, quoi. Donc ici, on voit nos petits fichiers magiques. Je crois qu'il y en a pour combien, là, de taille? Bon, on en a pour 14,9 mégas, les 15 mégas, on va pas chipoter, hein, il y a à peu près 15 mégas. On est en autonome. Donc ici, on voit, il nous a pondu un petit framework, là, et voilà, tous les petits trucs qui vont permettre d'exécuter du .NET dans le navigateur. Alors, c'est parti. Ah! Oula, j'espère que je vais pas couper. Faut pas que je fasse des conneries. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, comment on va faire? Je vais me connecter sur mon serveur avec un tool du futur. WinSCP. Alors, il y a toujours des mises à jour, il y a toujours des régressions avec ce truc. Hop, je me connecte sur mon serveur de fou. Je tape mon mot de passe sécurisé par la NASA. Ah, je n'ai plus de batterie. Il faut que je me dépêche. Hop, il faut que je balance. T'as pas une rallonge Ok. On me dit dans l'oreillette que je suis officiellement mal. On peut dire, il faut aller en prod rapidement. Je ne sais plus ce qu'il faut déployer, je suis complètement perdu. Hop, voilà. Voilà, c'est ça. Donc je prends ça. Hop. Je balance sur mon petit serveur. Heureusement que ça tabasse.
Allez. Désolé. C'est fini. Hop, je vais sur mon site, F5. Oh, graphisme. Vous pouvez vous connecter à calculator.voodoo.fr, the new. Oh là là. Mais c'est incroyable. Sauf qu'on va aller plus loin. Je vais l'installer sur ma machine parce que aller sur le web, c'est quand même un peu chiant. Installer. Ouh, oh là là, c'est terminé. Ça y est, j'ai une appui sur ma machine. Ouais, mais Windows, tu comprends, c'est pas la hype. Aujourd'hui, la hype, c'est Linux. Ah ouais, la hype, c'est Linux. Bon, ouais. Ouais, bébé, la hype, c'est Linux. D'accord. Bon, bah, si la hype, c'est Linux, bon, on va sur Linux alors. Alors, on va démarrer un petit Linux parce qu'on n'est pas des radins. Bam. C'est du Ubuntu. Non, 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 commence pas ici. Allez, dépêche-toi. Dépêche. Ça démarre, hein. Donc là, on va se mettre ça sur notre petit Linux. Après, on va se mettre ça sur mon petit iOS. Parce que, alors Safari, il faut savoir qu'il est un peu titilleux. Enfin, ceux qui aiment bien le web, je pense qu'ils le savent déjà. Hop. Donc là, je suis connecté sur un Ubuntu. Donc Linux, voilà. Allez. Voilà. Je vais lancer Google Chrome. Navigateur pas très connu. Hop. J'installe. Voilà, mais ça a exactement tous la même gueule. Mais c'est de la folie. Et voilà, j'ai une application. Hop. Qui tourne. C'est beau. Donc là, j'ai mon application Linux, normal. J'ai mon application Windows, qui est ici d'ailleurs, qui clique. Normal. Et j'ai... Alors, est-ce que je vous fais la démo iOS ou vous avez compris le concept? Je la fais ou je la fais pas? Bon, je vous fais la fin et si j'ai de la batterie, on fait le truc iOS, ok? Voilà, donc voilà, donc j'ai fait une application WebAssembly. Donc, alors, si je coupe le web, là, je perds la connexion, donc je suis désolé, mais normalement, vous coupez le web, ça marche. Donc, vous avez votre calculatrice chez vous, impeccable. Hop. Voilà, on est sur la fin, donc les ressources. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez commencer avec Blazor et que vous voulez avoir un peu de contenu, on a Awesome Blazor, c'est un repo GitHub qui va répertorier tous les trucs cool sur Blazor. Donc d'ailleurs, j'ai des trucs à moi dessus, si ça vous intéresse. Et c'est là-dessus que j'avais publié et qu'il y avait Mud Blazor qui était juste derrière moi, c'était assez rigolo. Blazor Train, alors ça c'est, moi j'adore, c'est un truc sponsorisé par DevExpress, c'est des vidéos par DevExpress d'un mec qui a tout un délire genre conducteur de train et qui fait plein de formations sur Blazor. Alors là vous avez de tout, comment s'authentifier, comment tout ce que vous voulez, on se connectera tout à l'heure. On a Blazor University. Alors moi j'avais commencé avec ça, c'est pas mal, c'est un truc assez didactique pour commencer avec Blazor. Vraiment comment on fait un composant, tous les composants, enfin tous les concepts de base. Donc enfin moi perso je vous conseillerais de commencer par ça, c'est vraiment de commencer d'abord par ça et ensuite par ça et après par ça. Et nous avons le Blazor Day. Alors Blazor Day, ça c'est un petit clin d'œil assez rigolo. Enfin c'est rigolo. Voilà, il y a 2 ans, quand je m'intéressais à Blazor, bah, j'ai rencontré une autre communauté qui était le Mug Nantes, je crois,
qui étaient à fond sur Blazor. Donc voilà, j'ai participé en ligne à leur truc. Et ils se sont dit, tiens, on va créer le Blazor Day un jour spécifique pour Blazor, on va parler que de Blazor. Donc moi, je me suis inscrit pour faire un talk. Sauf qu'en fait, leur machin, il a eu tellement de succès qu'on n'a que des beaux gosses qui ont débarqué. On a Daniel Roth en personne qui a, enfin, à distance, qui a débarqué. Chris Amity, un mec super connu dans le milieu de Blazor. Voilà. Donc du coup, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, mais tu parles anglais? Je suis, bah non. Bah, va mourir. D'accord. Donc du coup, bah, j'ai pas participé, mais voilà. Donc il faut savoir qu'il y a le Blazor Day, qui est un événement du coup français en fait, et où il y a plein d'Américains qui débarquent, montrer les derniers trucs de Blazor, machin. Voilà. Petit clin d'œil. Est-ce qu'on voit les teams d'ailleurs? Voilà, on voit que c'est des petits Frenchies. Lui, il a développé, enfin, je le suis sur Twitter, il a développé une appli, un calendrier en ligne en full Blazor, pas WebAssembly, mais la version serveur. Et quand il fait ses démos, franchement, c'est hyper fluide. Enfin, je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment top. Voilà. Donc pour la fin, pourquoi choisir Blazor? Bah déjà, moi, le principal avantage que je vois, c'est que vous allez avoir si vous avez une équipe .NET, vous allez avoir une montée en compétences assez rapide. Vous êtes dans un environnement connu, vous êtes dans un langage connu. Effectivement, si vous ne maîtrisez pas bien CSS, ça va piquer. C'est normal, mais c'est faisable. Productivité de ma boule. Moi, je sais que tous ceux que j'ai convertis, c'est le truc qui ressort, c'est qu'ils ont une productivité vraiment incroyable. Du coup, bah, votre équipe va pouvoir intervenir sur toute la stack. Moi, je sais que sur beaucoup de missions où je vais, on met un plexiglas entre les dev back et les dev front. Quand le dev back il veut toucher au front, tout le monde me crame. Quand c'est le contraire, c'est pareil. Là, vraiment, vous avez vraiment la possibilité de faire du vrai full stack. Du coup, on a une cohérence avec l'environnement Microsoft. Donc, si vous travaillez dans un environnement où il y a de l'Active Directory, du Office 360, Excel, machin, Azure, ben là, on est en plein dedans. Toutes les bonnes pratiques que vous aimez bien dans le bac, moi je sais que j'aime bien tout ce qui va être TDD, BDD, machin, bah c'est réutilisable dans le front. Voilà, il suffit de refaire tous les petits patterns, machin, et on peut tout refaire comme on aime. Vous pouvez choisir votre stratégie. Est-ce que ça va être du rendu côté serveur, rendu côté client, en fonction du besoin, sachant que chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais il y a le moyen. Aujourd'hui plébiscité par Microsoft. Il faut savoir que Blazor, il y a une version desktop et c'est intégré dans MAUI. Donc, MAUI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau fer de lance Microsoft, c'est-à-dire le but, c'est de faire vraiment du vrai multiplateforme. Voilà. Des vrais applis multiplateformes où on va pouvoir taper dans le disque, taper dans la ressource. Et aujourd'hui, il y a Blazor for MAUI, où avec du Blazor, je vais pouvoir lire un fichier direct sur le disque. Ce qui n'est pas possible avec du Blazor, même d'ailleurs avec n'importe quel truc, on va dire web, parce qu'on a une sandbox par défaut, qui est sécurisée et qui nous interdit. Mais quand on est dans ce mode, on a la possibilité. Bah, du coup, on est multiplateforme, là, vous avez vu un peu la démo, donc on a cette possibilité. On a une communauté open source, c'est hyper grandissant. Je vous invite à aller voir ce qu'on a vu tout à l'heure, Awesome Blazor. Vous verrez vraiment que la communauté open source, il y a plein de trucs. Vous pouvez bénéficier de l'environnement .NET et JavaScript. Donc, réutilisation de tous les composants JavaScript, c'est un truc vraiment que moi, j'avais besoin d'un composant de terminal. Bah, ça n'existe pas en Blazor, bah, pas de problème. On va chercher sur JavaScript. Et aussi, le truc que moi je trouve très important, vous pourrez intégrer des développeurs HTML, CSS et JS à votre projet. Contrairement à quand on va partir sur de l'Angular, machin, ouais, moi je fais du C#, je fais quoi? Bah, j'aimerais faire un truc, bah non. Alors que là, c'est possible. Ah, moi, je fais du JS et tout. Bah, pas de souci. Tu vas nous faire des composants, tu vas nous styliser les trucs. Bah, tu fais du JS. Ouais, si tu as un composant sympa, tu peux l'intégrer, l'encapsuler, etc. Voilà, voilà. J'espère vous avoir convaincu. Bon, il me reste de la batterie. Je vous fais la démo. Maintenant, vous en avez marre. C'est quelle heure? Putain. Bon, c'est 8h30. On va peut-être arrêter. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous faire la démo
la démo sur iOS pour vous montrer que je suis pas un mythomane. À moins que tu me dises que c'est trop tard. Alors la démo, après, elle est pas exceptionnelle. C'est toujours, moi je sais que ça m'a fait assez marrer. Je ne me dis pas que je l'ai oublié. Ah, il est là. J'ai cru que j'avais oublié mon câble. Hop. Tic. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que je vais pouvoir faire la même chose? Désolé, petite manipulation. Connecting to device. Ok. Connecting to device. Pourquoi il ne le voit pas? Hop. C'est peut-être parce que j'ai pas de... Bon, bah, je crois que ça va être le flop, effectivement. Bon, là, j'arrive pas. Bref, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur iOS, on n'a pas le bouton installé directement. Mais si vous cliquez sur partager et que vous cliquez sur partager et mettre un raccourci sur le bureau, ça vous crée une icône exactement comme une appli sur votre téléphone. Et quand vous l'ouvrez, bah, vous avez votre appli. En gros, c'est ça que je voulais vous montrer. Et ça fonctionne offline. C'est justement ce que je voulais montrer sur le téléphone, couper le truc. Bon, bah, j'y arrive pas. Tu pourrais le mettre sur les stores ou pas? Alors, j'avoue que j'ai pas étudié le truc. Mais c'est à étudier. Je ne sais pas. Je vais pas m'avancer à chercher. À chercher si on peut mettre sur les stores. Avec MAUI, peut-être que ce sera possible. Parce que, alors, pour parler un petit peu du futur, donc là aujourd'hui Microsoft sont à fond MAUI, c'est-à-dire vraiment un framework complet. On va dire c'est le successeur de Xamarin pour ceux qui connaissent. Enfin, j'y vais grosso modo. Hein. Donc on va pouvoir faire des applis en XAML. Moi, ce que j'aime pas trop, qu'est-ce qui fait que je m'y intéresse pas encore beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas encore implémenté toute la partie MVU. Vous savez, le concept qui permet, grâce à du DOM différentiel, de pouvoir faire voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut faire que du MVVM ou du classique. On ne peut pas faire du MVU. Je sais qu'ils travaillent dessus. Par contre, il y a un truc super intéressant, c'est que MAUI et aussi déjà WPF, on peut intégrer une sorte de navigateur, un composant navigateur qu'on embarque dans l'appli en lourde, dans l'appli lourde, et du coup, on a tous nos composants Blazor qui travaillent en lourd. Et vu qu'on passe par un injecteur de dépendance qui est externe, on va pouvoir appeler des trucs externes. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Mais en gros, on va faire tourner Blazor dans un composant qui est en fait un navigateur, à l'intérieur d'une appli lourde. Mais grâce à ça, on va quand même, le composant aura des accès au système d'exploitation. Donc le réseau, le disque, la caméra, enfin tout ce que vous imaginez comme délire. D'ailleurs, je suis en train de faire pour un client une appli qui est censée pouvoir fonctionner en mode déconnecté. Et mon plan, c'est de prendre mon application Blazor, de la mettre dans ce machin et de juste changer l'injection de dépendance pour que mes repositories, bah, du coup, ce soit des repos locales et plus des repos distants et pouvoir travailler en local et me resynchroniser avec les plus distants. C'est un peu le projet. C'est ce que j'ai vendu. Enfin, je le fasse. Voilà, quelqu'un a-t-il des questions? Oui. Si tu fais plus dans la console de Chrome, ça prendra pas de toute façon. Il y aura un HTML CSS. Tu veux pirater? Il y aura un HTML CSS. Ah ouais, il y aura du HTML CSS. Oui, il y aura du HTML CSS, mais par contre, est-ce qu'il y aura du JS? il y a un petit peu de JS. Parce que pour bootstrapper le truc, il faut du JS. Donc il y a un peu, je le conçois.
Mais bon, voilà, il est caché, on le voit pas, il est dans sa niche. Non, ne sors pas, s'il te plaît. Allez, dégage. Attendez, est-ce que j'arrive à retrouver? Est-ce que j'arrive à retrouver? Est-ce que j'arrive à retrouver? Oui, je pense. Je vais le désinstaller parce que non, je vais pas. Oui, Allez! tu peux regarder en local, hein, avec le Chrome. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu n'auras pas la latence. C'est pas. Une licence riche. Ah! Attends, parce que je sais pas si t'as une si bonne idée que ça. Attends, si, ça va le faire. Hop! Voilà, donc là, je suis sur ma machine locale. Tiens, on va faire F12 tout de suite. F12. Allô? Comment je le sais? C'est ici, non, c'est pas là. Ouais, tu peux agrandir et tu le mets Je en sais bas. jamais ça- comment je le détache. Mais en plein écran et tu le mets en bas. À droite, les trois petits points ici. Ouais, tu le mets en bas, à la limite, Voilà. comme ça. Je le mets en bas. Mais là, Ou comme ça, comme ça tu vois. Voilà. comme tu préfères. Bon, ok. Allez. Donc toi, tu veux voir quoi? Tu veux savoir le, je sais pas, le réseau, ce qui se passe? Ouais, Code source, ça part de Code source, ça, tu veux voir? ouais, sur- Voilà. Allez, c'est parti. Calculateur. Et ici, pour le téléphone mobile. Euh, Wasm! What's that? Donc voilà, donc là effectivement, bah voilà, bah tiens, bah, c'est le Wasm. Donc comme je te le disais, ça ressemble beaucoup à de l'assembleur en fait, c'est de l'assembly. Donc c'est normalisé, hein, c'est W3C compliant, etc. Donc aujourd'hui, je crois que le Wasm il est interprété, j'ai pas approfondi, il faudrait voir avec les experts du sujet. Mais voilà, on voit en termes de réseau, bon bah ça va télécharger effectivement tout mon petit HTML. Ah merde. C'est bon. C'est bon? C'est en français. Et le HTML, il ressemble à quoi justement dans le monde? Ben, HTML, c'est du HTML comme tu aimes. Hein, hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense que tu bases. Je crois que ma batterie est en train de mourir. Ok, ok, mais... Si, regarde, on arrive jusqu'au bout de la batterie. Voilà, tu vois, tu veux savoir le petit bouton? Ben voilà, regarde, c'est mes petits trucs Tailwind. Ah, ça, c'est assez fort. Bah, après, ça génère ce que tu demandes de générer. Hein. Il n'y a pas de magie, hein. Une fois de plus. Voilà, tout est customisable. Là, on a le petit script, effectivement, parce que là, en fait, c'est un peu la merde PWA. En fait, un petit service worker qui tourne en fond de tâche et qui va régulièrement faire des demandes. Donc ça se configure aussi. Hein. Service worker, tu peux aller dedans. Il y a plein de petits tips, machin. Donc tout est ouvert. Il y a vraiment pas de magie. Tout est accessible, documenté. Vraiment, ça aussi, c'est l'un des trucs. Et si vraiment tu comprends rien, tu peux aller directement dans le code source. C'est vraiment le top. Quoi. Enfin, moi, je sais que ça me plaît bien. Et les perfs. Alors, les perfs. Quand on est... Alors, les perfs. Donc, il y a deux modes aujourd'hui avec Blazor. Donc, il y a le Blazor serveur, Blazor client. Donc, Blazor client, on a un surcoût quand on télécharge la première fois. Parce qu'il y a à peu près 15 mégas, un petit peu moins justement. Là, j'étais sur ce matin sur Twitter, je discutais avec quelqu'un qui me faisait cette remarque. Du coup, j'ai pris tous les gros sites, Le Bon Coin, YouTube, Facebook, machin, et j'ai regardé tous les downloads. Et effectivement, une PWA, on est autour, il télécharge à peu près 9 MB, et tous les gros sites, ils tournent à 3-4 MB. Donc voilà, on est 2 à 3 fois supérieur. Par Après, contre, le bon coup, je suis pas sûr que ce soit forcément une échelle, puisque tu dois avoir 99% du poids, ça va être juste pour la pub. oui, bah, ouais, moi je me mets, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, une fois qu'il est téléchargé, ça reste en cache, parce que tout l'avantage de WebAssembly, c'est d'être en mode déconnecté.
Et donc, après, bah, tu rafraîchis et là, tu n'as plus de téléchargement, tu n'as plus de surnom. Et en termes d'algo, si tu fais des gros algos, des traitements sur ton front, par exemple, Et bah, c'est tout l'avantage de WebAssembly, justement. Alors aujourd'hui, vu qu'il est un peu en interprété, tu vas, alors, je te dis, d'après ce que j'ai testé personnellement. Aujourd'hui, vu qu'il est en mode interprété, bon, c'est pas de la, c'est pas, bon, il est mort. C'est pas de la folie furieuse. Par contre, avec en compilation AOT, normalement, là, en termes de perf, apparemment, c'est x10, c'est vraiment un truc de baboule. Et de toute façon, tout l'enjeu de Wasm, c'est-à-dire la compilation côté serveur, ça a été, on va dire, créé pour ça, pour avoir de la perf côté client. Enfin, c'est l'enjeu de WebAssembly, quoi. tu utilises toutes tes ressources, C'est ça. du client, quoi. Faire du jeu, et comme je te dis, là, avec .NET 7, ils vont implémenter la nouvelle norme WebAssembly qu'on a vue, à savoir le multithreading. Donc, tu pourras faire du multithreading, lancer des vrais threads, et tu n'auras pas de problème pour passer des ressources de l'un à l'autre, comme on a aujourd'hui avec les threads, les active workers, là, de JS, où, en fait, ils serialisent en JSON ton machin, ils le passent à un autre processus qui, lui, qui te pète tes perfs, un truc de dingue. Là, ça va passer en natif par de la shared memory, la mémoire partagée. Voilà, donc ça, moi j'attends vraiment .NET 7 pour ça. J'ai déjà un projet pour tester ça d'ailleurs, un cracker de mot de passe décentralisé. À mon avis, il y a moyen de faire des trucs de ma boule. Mais voilà, en gros, c'est l'ambition de WebAssembly, c'est ça. Avoir de la perf côté client. Aujourd'hui, si tu fais des tests avec Blazor, peut-être que voilà, tu seras un petit peu déçu, mais sache qu'ils y travaillent énormément et que c'est objectif. Donc, tu peux donner tu coches l'option Donc, tu avais une option AOT. Pour les questions. Hein, Tu peux reprendre les questions. je peux reprendre les questions. Parce que vous entendez pas. tu répètes la Ah oui, je répète ta question, excuse-moi. Oui, donc répète, s'il te plaît. question. Oui, tu coches l'option. Quelle option tu coches pour avoir cette tiré profit vraiment Donc, quelle option je coche pour tirer profit? Eh ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un moment quand j'ai fait Publish, il y avait une petite case à cocher, AOT compilation. En fait, quand tu vas cocher ça, bon, il va t'envoyer plein de warnings dans la tête parce qu'il faut qu'il pré-télécharge, en fait, on va dire, les compilateurs de chaque plateforme. Donc, tu vas lui dire, bah, moi, je veux cibler iOS, je veux cibler Windows, etc. Et après, il va te compiler pour chaque plateforme. Donc, effectivement, ça va doubler, enfin, d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai pas encore testé. Mais d'après ce que j'ai lu, ça va doubler de volume. Donc, tu vas passer de 15 à 30 mégas, un petit peu plus violent, tu vas me dire. Mais vu que l'objectif de ça, en général, si tu fais ça, c'est parce que tu fais de l'appli qui va tabasser un peu, je sais pas, un jeu ou bah, un jeu vidéo. Moi, quand je joue à un jeu, je lance le jeu, j'attends moins 3 minutes comme ça, et je fais une anime pourrie et puis je joue, quoi. Donc là, je pense que ce surcoût, il sera pas pénalisant. Après, si tu fais un site juste, ce surcoût, il peut être pénalisant, parce qu'effectivement, quand tu vas te connecter la première fois, bah, tu auras un petit truc. D'ailleurs, on l'a vu avec, quand on a fait la démo là, sur Mud Blazor. Au début, il y a une petite anime. Je sais pas si t'as vu, tu sais, ça fait tuc, tuc. Bah, en fait, ça, c'est le petit nack screen pour te faire patienter, le temps que ça télécharge. Et après, tu peux bosser. Et du coup, quand tu es en mode debug, que tu fais ton début, Ouais. tu peux avoir cette rapidité-là de la. Enfin, encore de la commune, AOT, non Hot Reload. non, pas l'autre, que tu as vraiment le code assembleur qui est exécuté et pas un Alors, je répète tes questions. Oui, quand on est en mode debug, comment ça se passe? Ça marche comme avec ton appli classique, quoi. Donc, c'est-à-dire, tu mets ton breakpoint, tu fais ton action, ton breakpoint, il s'arrête, et tu as ton visualisateur C# classique. Enfin, tu as tout comme tu es habitué. Enfin, tout est comme avant. La rapidité. Ah, bah oui, quand tu es en mode debug, effectivement. Alors, je crois pas que tu es en AOT. Hein. Quand tu es en mode debug, il compile pas en AOT, il compile en normal pour avoir les trucs de debug, quoi. Enfin, les symboles. L'AOT, c'est vraiment pour la fin. Une fois que tu vas livrer, tu vas prendre ton package, tu vas lui dire je cible ça, ça, ça va pondre un gros paquet. Ah bah si tu veux faire des tests de perf, ouais, t'as pas le choix, c'est de balancer en vrai et de cliquer et de te mettre des monitors pour voir ce qui se passe, quoi. En gros. Mais bon, c'est vrai pour n'importe quelle application. Ce qui est vrai pour n'importe quel. Ça se ressent moins sur des. Bah, si tu fais du test de perf sur des trucs en debug, déjà tu as tout le surcoût du debug, donc les tests de perf ils sont déjà faits de base.
Donc pour du vrai test de perf, normalement, tu monitors une appli compilée cible, on va dire. C'est bon? Tout le monde a compris. Donc, qui c'est qui voulait une licence? Bon. Vous voulez une licence? Chez Brett? Bah, il faut les utiliser, après tu peux renouveler. Mais bon, Parce que si oui. tu n'utilises pas ta licence, dans un an, si tu l'utilises, c'est bon? Non, ou il pas faut l'utiliser. Ah merde, faut l'utiliser dans l'année? Ouais. Ah merde. Bah, même dans les mois qui viennent. Ah, dans les mois? Rapide. Bon, bah, ouais. Quelqu'un Désolé. d'autre est intéressé? Je pense que tout le monde est équipé. Gauthier, t'as pas Richard Peur? T'as pas Richard Peur, toi? Si? Si ou non? Oui, oui. Ah! Tiens, moi j'ai une question. Oui. Ça marche avec Fiverr? Alors j'ai pas testé, mais je suis un mec qui est fan de Rider, et ça marche avec F-Sharp, monsieur. Et oui, je crois que ça marche avec Rider. Tu peux faire du property-based testing. C'est ça, rien à voir avec Blazor. Non, mais pas de problème. On va faire du property-based avec... Enfin, ça doit être possible avec Angular, j'imagine. Angular. Bon, je vois que tout le monde est inspiré. On va bouffer? Bah, merci. Merci d'être venu.